Joe Marcoux, bienvenue sur le podcast. T'es francophone, mais t'habites pas au Québec, pas en France. Et moi, quand la première fois que je t'ai rencontré, tu me dis ça, puis je comprenais pas d'où tu viens, puis comment ça que tu parles français. C'est du quoi, Jacob? C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. J'admets, je travaille beaucoup en anglais. Je suis franco-manitobain. Alors, j'ai appris comment parler en français avant de parler en anglais. Mais c'est comme la musculation. Si on l'utilise pas, ben, écoute, on va le perdre. Donc, tu sais, avec moi, c'est le fun d'être capable de faire le travail, ce que je fais. Oui, c'est ça principalement en anglais, mais t'as raison, tu sais, c'est Joël Marcoux, mais quand que je m'en vais, par exemple, je m'en vais aux États-Unis, puis le monde voit le tréma sur le E, puis il dit, ben ouais, c'est plus facile de dire Joe Marcoux. Exact. Ouais. Et moi, c'est de quoi que je savais pas qu'il y avait justement des francophones au Manitoba. Donc, Ouais, on a la population hors Québec de la francophonie, la plus grande population hors Québec en termes de francophones se trouve en effet au Manitoba. Puis le plus loin que tu s'en vas vers l'ouest, vers la Colombie-Britannique, ben, on en perd. C'est certain qu'il y en a beaucoup aussi. Ben, ma sœur, par exemple, elle vit à Ottawa. En effet, elle vit sur le bord du Québec, à Elmer. hmm, Donc, ouais, je connais ton coin. Quand tu me dis pas loin de Mont-Tremblant, ça me fait chaud au cœur parce que c'est du beau pays. exact, c'est cool. Yeah. Tu coaches présentement les gens en vente. Tu as du monde dans le fitness, dans tous les domaines. Comment ça a commencé, toi, ton parcours en vente? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui a été inné en toi d'être dans ce domaine-là? Ça a commencé quand dans ta carrière? Mais pour moi, ça a commencé quand j'avais 17 ans. J'avais commencé à travailler à temps partiel pour un magasin d'équipement d'exercice. Donc, j'avais toujours quelque chose, une passion pour l'exercice, pour le bodybuilding, pour le fitness. Et donc, j'ai commencé avec une compagnie ici à Winnipeg. Je faisais des ventes de détail, du retail pour des équipements de haute gamme. Là, quand je dis que j'avais 17 ans, j'y pense. Et puis maintenant, à l'âge de 20 ans, j'avais décidé, bon, ben, je vais commencer mon propre magasin. Puis pense-y, Jacob, aujourd'hui, si tu pensais à quelqu'un qui avait 20 ans, qui était pour ouvrir un magasin, un brick and mortar, quelque chose, c'est au centre-ville de Montréal. Pour moi, c'était à Winnipeg. Et puis, moi, je l'ai fait. J'ai ouvert un magasin. Puis 5 ans plus tard, j'avais fait un deal avec une compagnie que probablement tu connais, c'est Fitness Depot. Alors, j'étais actionnaire avec Fitness Depot. Puis nous autres, on était le 7e magasin dans, de, dans la corporation. Puis dans 18 mois, on a été de 7 magasins jusqu'à 38. Donc, on s'est épanoui super vite, puis c'était à cause de la vente. Puis c'était à cause d'être capable de faire la vente au scale. Et d'être capable de vraiment promouvoir ça vite, puis mettre en place des systèmes. Parce que la vente, le problème, c'est que la plupart du monde pense que la vente, c'est un art. C'est un art form. C'est pas un art. Avant, c'est un processus. Puis si on comprend le processus de vente, là, ça peut devenir un art. C'est comme comprendre la musique. Il faut comprendre, faut savoir les notes d'une chanson, puis ensuite, tu prends le papier où ce que les notes sont, puis tu l'enlèves, puis tu pratiques, puis ensuite, tu arrives à un point où que tu peux jouer la musique. Puis c'est là où que même si tu l'as appris de quelqu'un d'autre, tu le fais de ta propre façon. C'est ça que nous autres, on fait dans l'SOS Dojo. Donc, j'ai commencé en vente à 17 ans, puis ensuite, j'ai appris j'appelle ça des différents masters dans le métier. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un certain moment donné, tu t'es dit, OK, là, est-ce que t'as fermé ça, t'as vendu ça? Qu'est-ce qui t'a amené à là coacher les gens en OK. vente puis d'avoir une compagnie de ça? Ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, j'avais fait le deal avec Fitness Depot, puis j'avais un problème, j'appelle ça un problème d'alignement. OK? Je n'étais pas bien aligné avec une couple de personnes avec qui que je travaille avec, puis je me sentais pas bien. C'est une question de leadership, puis la direction et le pourquoi. Pour moi, je voulais faire une différence dans la vie des personnes.
pour autres personnes, pour une couple de personnes, c'était juste, hey, faut faire l'argent. Puis moi, j'étais comme, écoute, on va faire l'argent quand on est en train d'aider aux autres. Alors moi, j'ai dit, OK, oublie ça là, je vends mes parts de la compagnie. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai toujours resté dans le fitness. Mais là, j'ai travaillé pour une compagnie, en effet, une compagnie du Québec qui s'appelle Bodyguard Fitness. C'est une division de ProCycle à Saint-Georges-de-Beauce, Québec. Alors, j'avais 26 ans et puis j'avais commencé, puis ils m'ont donné comme représentant de la ligne Bodyguard. J'étais en charge du Canada. OK? Seulement le Canada. Là, on avait 3 représentants aux États-Unis. Puis dans un an, le Canada était le plus grand territoire au-delà de les 3 aux États-Unis. Puis ce que moi j'ai fait, c'est que je montrais à mes clients comment vendre. Je leur montrais pas pourquoi acheter la ligne que j'avais. Je leur montrais comment vendre au complet, comment leur aider avec leur business et leur entreprise. Puis parce que je faisais ça, Jacob, qu'est-ce qui arrivait? Le monde disait, ben écoute, Joe est en train de nous aider tellement que moi, je vais lui donner des ventes du produit Bodyguard, puis il mettait ça sur le plancher. Puis parce qu'il me donnait des ventes pour moi, j'allais là, puis je faisais plus de formation avec leur équipe. Alors, au lieu de « faut vendre du Bodyguard », non. Écoute, vous allez vendre fitness, je vais vous montrer comment le faire. Alors, eux autres ont gagné, puis moi, j'ai gagné. Puis après Bodyguard, après 5 ans, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas mal une histoire. Ils ont changé mon plan de compensation à Bodyguard 4 fois dans 5 ans. Parce que à chaque année, je faisais plus d'argent, puis ils disaient, écoute, Joe, tu fais trop d'argent. Puis comme vendeur, tu veux pas entendre ça. Quand ton boss, quand ton gérant te dit, écoute, Jacob, tu étais en train de faire trop d'argent, alors je te coupe en 2 ici. Ou je te change le plan de compensation pour que ça soit plus difficile que tu fais de l'argent. Puis 4 ans de fil, finalement, j'ai dit, écoute, je démissionne, je pars. La minute que j'ai démissionné de Bodyguard, j'ai eu 2 appels, Headhunter, pour aller travailler, puis une compagnie qui s'appelle, c'est Johnson Fitness, c'est une division dans le temps, c'était Trek, les vélos Trek. Bon, mais il y avait une division Vision Fitness. Ils m'ont emmené à Wisconsin, puis ils m'ont fait un offre. Puis j'ai travaillé avec eux autres pour un autre 5 ans. Puis c'est à ce temps-là où que j'ai commencé à écrire un livre. Et puis, cette compagnie des États-Unis, avec une division en Asie, ils m'emmenaient en Asie, en Europe, à travers des États-Unis. Puis je faisais de la formation pour tous les magasins. C'était à ce point-là où j'ai dit, écoute, c'est ça que je veux vraiment faire. J'ai une passion pour. Puis c'est ça, dans le même contexte, j'ai écrit le livre, puis ça, c'était en 2007. Puis ensuite, les choses ont vraiment bourgeonné, puis là, c'est ça l'histoire. C'est intéressant. Yeah. Je vois des trophées de bodybuilding en arrière de toi. Tu as fait une coupe de compétition? Oui, en effet. Ma première compétition, j'avais 29 ans. Et puis, je l'avais faite parce que c'est que j'ai dit, OK, je vais l'essayer, je vais le faire. Puis, à 30 ans, je l'ai fait encore. Puis, j'ai dit, OK, je pense que j'ai enlevé de mon système. Puis, à 40 ans, j'avais décidé, je vais le refaire. Puis, j'ai eu beaucoup de succès. J'ai gagné le novice, Best Poser au Manitoba. Ensuite, j'ai été au national. J'ai gagné au niveau national. J'ai été au World Qualifier. J'ai gagné ça. J'étais le représentant du Canada quand le niveau classique a commencé, Classic Bodybuilding. Mais dans la première année, parce que je suis pas bâti comme quelqu'un qui peut être massif. C'est pas, j'ai pas la génétique pour ça. Donc, quand Classic a commencé, j'ai dit ça je peux faire. Puis ouais, j'ai fini ma poursuite de bodybuilding avec le IDFA, le International Drug Free Athletics. J'ai gagné un pro card. J'étais très content avec ça, mais je faisais pas du coaching en ligne. Et donc, ce que je faisais, c'est que dans ce temps-là, je me faisais
embauché pour aller faire la formation en vente. J'étais toujours un sales coach. Donc, ça matchait vraiment pas. Puis toi, t'as déjà fait des compétitions? T'en as-tu déjà fait? 2012 puis 2017. Là. OK, alors tu sais que ça prend du temps, puis en termes de mindset, ça prend beaucoup d'énergie. Toi puis moi, on le sait, c'est pas beaucoup de monde c'est un très petit pourcentage de personnes qui s'en vont au gym, qui vont aller à un point qu'ils vont être tellement shredded pour se mettre sur l'estrade devant tout le monde. Et donc toi, les deux, on fait partie d'un très petit club. Alors ouais, on l'a fait plusieurs fois. Je suis content avec ce que j'ai fait, mais il y a quelque chose dans ça pour dire, si tu es capable de faire ça, tu es capable de faire n'importe quoi. Parce que c'est pas facile. Et je suis curieux, tu appelles ça SOS Dojo. Qu'est-ce qui le branding autour, pour moi, ça me dit beaucoup arts martiaux et tout ça. As-tu un background là-dedans? Ou? Oui, en effet. Dans ma jeunesse, j'ai fait du taekwondo et du kung fu. Et j'ai toujours aimé les concepts au niveau d'apprentissage dans l'Asie parce que avec les arts martiaux, on apprend quelque chose, on l'apprend jusqu'à temps qu'on devient tellement bon que c'est nous qui devient le maître. C'est nous qui devient, OK, ben là, c'est moi qui va faire l'éducation. Donc, comme la façon que je l'explique, c'est quand tu deviens le master, c'est pour vraiment maîtriser, on va l'apprendre aux autres. Alors oui, tu peux avoir ton black belt en vente avec le SOS, le Sales Objection System, le système d'objection de vente, SOV, si on veut en français. Puis en concept, c'est on a une façon de monter l'échelle jusqu'à temps que tu reçois une ceinture noire. Puis ensuite, quand tu reçois la ceinture noire, tu peux faire comme on dit du shadowing ou que là, tu commences à apprendre aux autres. Puis c'est là où la vraie maîtrise arrive. So if you really want to master something, you teach it. Puis c'est ça ce qu'on donne. Puis c'est la façon que moi, pour la business, tout le monde qui travaille pour moi était des étudiants. Puis maintenant, sont même à temps partiel. J'ai du monde qui, 1 heure par semaine, sont en train de montrer comment faire le processus à une dizaine d'autres personnes. Puis ce qu'ils font comme le leader de ce groupe-là, il faut qu'il soit bon. Yeah. C'est cool, j'aime ça. C'est vraiment cool. J'aime ça le concept. Puis effectivement, je pense qu'une des bonnes façons, comme tu dis, peu importe c'est quoi, c'est d'essayer de l'enseigner à quelqu'un. Puis moi, c'est de quoi je faisais souvent avec ma copine. Ça fait 11 ans qu'on était ensemble, puis à travers les années, aussitôt que j'apprenais quelque chose, ben, j'essayais d'y expliquer, puis si elle comprenait pas, ben, je me disais, je comprends pas assez ce que c'est ça. Puis juste de simplifier aussi les choses. Hein, fait que, puis c'est vraiment une question de répétition. C'est peu n'importe si c'est un sport, si c'est faire une recette dans la cuisine, si c'est d'être capable de dire une farce à quelqu'un. Il faut connaître les mots, puis ensuite connaître la tonalité, le body language, puis ensuite le timing. Puis comment est-ce qu'on améliore? Ben, on le fait par répétition. Peu n'importe, il faut mettre des reps. Si tu ne fais pas les reps, ben, tu ne vas pas avoir une croissance de musculaire, tu vas pas, ton posing va pas être bon, la musique va pas être bonne, la vente va pas être bonne. Il faut mettre les répétitions. C'est ça, c'est the mother of all skill, c'est répétition. Ah, puis comme en vente, ce que je vois souvent, c'est que les gens ne veulent pas se pratiquer nécessairement. T'sais. Jamais. Ils arrivent dans des appels de vente, puis j'aime ça là, dire quand on coach du monde, des entrepreneurs, un sportif, si tu joues au football, tu as ta game le dimanche, ben c'est pas le dimanche. T'as un plan. Il faut que tu te pratiques toute la semaine pour être bon le dimanche. Ouais, puis chaque play, chaque joute que vous allez faire quand la balle sort, ben là, il y a une raison, puis c'est qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a quelque chose de planifié. Puis
la chose que je trouve ça qui est tracassant pour beaucoup de personnes, c'est que ils vont dire, ben écoute, Joe, je veux pas être un robot. Tu sais, je veux être authentique. Ça fait partie du plan. La chose, c'est que faut mettre ensemble au moins un processus en place pour que, OK, là, je commence avec le plan. Là, j'ai plus besoin de regarder. Puis c'est là où que tu peux faire plutôt une improvisation. Mais c'est toujours basé sur quelque chose comme, tu sais, c'est une fondation. Sans ça, ben écoute, oublie ça. Le monde qui dit, OK, je vais arriver puis je vais juste improviser ou I'm gonna wing it, puis ils sont pas prêts, ben c'est les mêmes personnes qui disent, bah, j'haïs ça la vente. Mm-hmm. Ouais, Si tu fais les répétitions, tu peux avoir du fun. Puis c'est le fun quand tu es en train d'aider au monde. Puis ils veulent te payer. 100%. Si, ça me fait penser, tu sais, il y a beaucoup, nous, on travaille principalement avec des entraîneurs. Puis il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent ne pas vouloir vendre. Ils sont comme moi, C'est ça. Je suis pas un vendeur ou je veux pas vendre ou ben si les gens veulent vraiment, ils vont faire affaire avec moi. Comment t'aides les gens à changer ce mindset-là? En effet, c'est ça. C'est une question de mindset. Alors, le privilège d'être un entraîneur, d'être un coach, c'est ça, c'est exactement ça. Je demande la question, comment important est-ce que c'est pour toi pour être capable à influencer et avoir un impact sur quelqu'un? Un impact positif sur la qualité de vie qu'ils ont, non seulement sur la qualité de vie, mais la longueur de la qualité de vie qu'ils ont dans le futur et sur leur famille. Bon, ben, excellent. Ils me disent tout. Bon, ben, c'est super important. Excellent. Mais ça, c'est un privilège. Le travail d'un coach, c'est de savoir et le savoir-faire de vente. Quand on connaît comment vendre, on est capable de faire le travail, ce qu'on adore, qui est le coaching de fitness. Ouais, c'est un bon point parce que je pense que la vente, on en fait toujours. Dans le coaching, c'est que tu coaches quelqu'un qui veut perdre du gras, ben en fait, tu veux l'influencer à changer ses comportements, ben c'est de la vente. C'est ça. Quelle habitude est-ce qu'on a besoin de faire pour que on est dans une situation où que la personne t'écoute comme coach, puis ils disent oui, monsieur, c'est ça que je le fais. Tu sais, c'est compliance. Right? En effet, ils vont suivre les directives. Moi, j'aime demander la question, t'es-tu coachable? Parce que si t'es pas coachable, on n'est pas aligné. Puis ça dépend aussi, tu sais, en termes de, moi j'aime ça mettre ensemble, comme spécialement avec les coachs de fitness et nutrition, j'aime ça demander, OK, on a-tu des SMART goals? Quelque chose de spécifique, mesurable, actionnable, réalistique, puis il y a un point de temps, tu sais, timely goals. Et là, quand on met les SMART goals ensemble, là, c'est facile d'aller trouver le désir du client. Puis c'est ça qui compte. Quand le désir est ici, qui est en haut, quand le désir est tellement fort, c'est là où ce que l'achat se fait. C'est pas une question de prix. Quand le désir est super fort, Jacob, je te le garantis, même le monde qui n'a pas d'argent, ils vont aller en trouver de l'argent. Écoute, ils vont dire, j'ai pas moyen, mais je le veux, je vais aller emprunter de l'argent, j'ai besoin de ce que tu as. Versus, bon, ben, c'est quoi, quelle sorte de deal que tu peux me donner? Ou si tu le meilleur prix? Écoute, si ça arrive sur l'appel, tu as manqué quelque chose, puis tu as manqué des SMART goals, puis tu as manqué le désir. Yeah. Ah, c'est bon. Et c'est quoi la plus grosse erreur, tu vois, surtout dans l'industrie du fitness, étant donné que tu as coaché beaucoup de monde dans ça, là, avec les entraîneurs et tout, là? C'est quoi le plus grand... Les plus grands erreurs, les plus grands struggles que tu vois que ces gens-là ont? Premièrement, le plus grand, c'est le fait qu'ils ne pratiquent pas. OK? Ils font pas de pratique. Ils pratiquent quand ils sont sur un appel avec moi j'appelle ça un invité, un guest. T'es avec quelqu'un, c'est son VIP. Ils sont avec toi, là, c'est le futur client. Il faut que tu arrives avant l'appel. Okay, je vais te donner quelques erreurs que je vois tout le temps des entraîneurs ou des coachs de fitness. Premièrement, il arrive, disons que l'appel est à 8 heures du matin, ben, il arrive à 8 heures. Écoute, il faut que tu arrives, donnez-vous au moins 15 minutes avant l'appel pour que là, tu peux faire un petit peu de recherche
avant l'appel. Je travaille ça, le travail avant le travail. Alors, OK, c'est avec qui que je vais avoir une conversation avec? Je peux-tu aller trouver en ligne sur les médias sociaux un petit peu d'informations sur eux? Puis c'est pas du stalking. Ce que je suis en train de faire, c'est juste d'aller trouver un petit peu d'informations pour que je peux mieux comprendre. Puis ensuite, la prochaine chose, c'est est-ce que j'ai quelque chose comme j'appelle ça un sales template, d'avoir un minimum de 5 questions qui va commencer une conversation. Parce que si j'ai pas un minimum de questions, il n'y a pas façon que je peux mettre en place pour répéter le processus. Parce que moi, ce que je veux, c'est que j'aime ça aider le monde à un point où ils peuvent se vendre du job. Tu sais, tu viens juste de le dire avant, les entraîneurs, eux, ils n'aiment pas ça, faire la vente. Mais quand tu arrives à un point que tu aimes ça faire la vente, puis ensuite tu peux montrer à ton équipe comment vendre pour toi, là, tu n'as plus besoin de faire la vente si tu veux pas. Alors, tu dois apprendre, tu dois maîtriser, puis c'est ça un autre gros problème. Puis l'autre gros problème que je vois souvent avec des entraîneurs, c'est qu'ils pitchent. Puis c'est tout ce qu'ils font, c'est qu'ils pitchent trop vite, puis ils n'écoutent pas. Alors, il y a une manque de questions, il y a une manque de rapport, puis il y a une manque de désir parce qu'ils sont là pitchés. Puis là, ce que ça fait, ils n'ont pas de contrôle, puis il y a une conviction parce qu'ils savent bien pour eux, hey, je sais de quoi que je parle, mais là, ils sont en train de pousser le monde parce que, écoute, le monde ne veut pas se faire vendre. Le monde veut acheter. Puis c'est basé sur désir. Alors, si les vendeurs prenaient le temps de vraiment savoir faire, ils pourraient faire plus d'argent puis travailler moins, si c'est ça qu'ils veulent. Mm-hmm. Ouais. Ah, puis ce que je vois souvent, c'est que les gens sont tellement passionnés de leur service, de leur produit, qui expliquent toutes les fonctionnalités, puis comme tu dis, qu'ils font juste pitcher ça. C'est ça. Après ça, quand vient le temps que la personne a dit « Ah, je vais y penser » ou il y a une objection, ben là, après, mais c'est ça. Ils sont dépourvus parce qu'ils n'ont pas d'informations. C'est pour ça qu'au début, quand j'avais commencé le SOS, c'était basé sur le fait que le monde haïsse ça, les objections. Toi, Jacob, c'est clair, tu crois en ce que tu offres, c'est ça? Tu le crois? Ben oui, 100%. Mais donc, parce que tu le crois à 100%, quand quelqu'un te dit, ben écoute, Jacob, je veux réfléchir ou je vais y penser ou c'est quoi, je trouve ça cher, mais à ce moment-là, quand quelqu'un nous donne une objection, notre réaction est, si tu veux dire, mais là, tu sais, le body language, ça fait 55% de la façon qu'on communique. 38% de la façon qu'on communique, c'est la tonalité. Puis le monde me dit tout le temps, « Hey, Joe, qu'est-ce que je dis quand ils disent il faut que j'aille parler avec ma conjointe? » Écoute, ce que tu dis, c'est seulement 7% du problème. 93% du problème, c'est la tonalité et le body language. Puis c'est ça qu'on travaille. Moi, je vais te donner aujourd'hui, Jacob, pour toutes les personnes qui écoutent, je vais vous donner le livre sur comment couvrir les 26 objections les plus difficiles en vente. Je vous le donne. C'est 7% du problème. Alors, la solution, c'est de faire la pratique où on comprend la tonalité et le body language. Quand tu connais ça, je te le garantis, tu vas faire des ventes avec pas de problème. Puis c'est le fun. Ça devient le fun parce que là, c'est OK, je connais cette conversation que je vais avoir avec monsieur ou madame. Tu le sais déjà parce que là, tu l'as fait plusieurs fois. Les répétitions sont là. Et tu parles de pratique. C'est quoi, selon toi, les bons key points d'une bonne pratique? D'une bonne pratique, moi, le minimum, ce que je dis, c'est 1 heure par semaine. Puis l'idée, c'est une bonne pratique, c'est quand tu le fais avec quelqu'un qui a déjà, comme toi, tu es un coach pour les coachs. Alors, tu as déjà de l'expérience. Tu vas avoir quelqu'un qui a de l'expérience, puis eux autres vont observer et écouter, puis ils vont être capables de valider ou donc faire des corrections vite. Alors, il y a 4 choses que tu as besoin d'avoir pour être capable de maîtriser n'importe quoi. Premièrement, tu as besoin d'avoir un environnement
ou que c'est valide. Donc, nous autres, dans le dojo, ça fait partie du logo, OK? C'est un signe de respect. Tu sais, je mets ça comme dans les arts martiaux, c'est comme, écoute, ici, si tu fais une gaffe, si tu fais des fautes, c'est correct. Personne va rire, personne va rire de ta gueule. C'est a safe place to make mistakes. Tu vas faire des fautes, c'est correct. C'est mieux que tu fasses des fautes ici. Puis nous autres, on le fait sur Zoom, donc on a une demi-douzaine jusqu'à une douzaine de personnes. C'est très intime. Puis le monde va faire des répétitions. Puis oui, le monde va faire des gaffes, mais là, hey, attends, on va faire des corrections, puis des corrections rapides. Autre que, imagine, tu fais des appels, puis tu fais des appels, puis tu fais des appels, puis là, tu commences à renforcer des habitudes mauvaises. Alors là, ce que nous autres, on peut faire dans 1 heure par semaine, c'est changer les habitudes puis changer le mindset. Parce que j'aime ça demander cette question, Jacob. C'est quoi le set le plus important? Dans le fitness, le monde va dire, bon, ben, c'est le dernier set, c'est le 3e set. Puis moi, je vais dire, ben non, c'est le mindset. C'est ça le set le plus important. Puis tu as besoin, il y a 3 différents sets. Tu as le mindset, tu as le heart set, puis tu as le skill set. Puis quand tu peux renforcer ton skill set, ça va avoir un effet sur ton mindset. Donc, c'est une combinaison des 3. Les entraîneurs, je suis convaincu, les entraîneurs avec qui tu travailles, ils ont un bon heart set. Donc, leur cœur, c'est dans la bonne place. Là, le problème, c'est que de la façon qu'ils pensent. Puis si nous autres, on peut leur aider avec leur skill set ou qu'ils vont gagner confiance, qu'est-ce qui arrive à leur mindset? Donc, ça va main en main, puis c'est aligné. Là, ils viennent en classe, c'est seulement 1 heure par semaine, puis on pratique la découverte, on pratique le rapport, on pratique les objections. De cette façon, on pratique closing, on pratique le pitch quand on suit la conversation. Moi, j'appelle ça une map de conversation, le Buying Conversation Roadmap. Alors, il y a une map, c'est une recette, on le suit au complet, puis de cette façon-là, c'est à chaque étape, on arrive, puis là, on pratique de différentes étapes. Puis ensuite, c'est une question, puis on fait des tests. Puis de cette façon-là, tu arrives à un point tu commences avec ta ceinture blanche, puis ensuite c'est jaune, ensuite c'est orange, ensuite c'est vert, jusqu'à temps que tu arrives à ceinture noire. Puis là, tu vois les chiffres de vente, le closing, ça améliore, l'argent, ça améliore, la qualité de clientèle améliore, puis c'est du fun. Ouais, puis comme on parlait plutôt, un de mes bons amis fait affaire avec toi, puis il a passé de 30% de closing rate à 80% de closing rate, ça fait une bonne différence. Il me croyait pas. Ouais, Guillaume me disait au début, il disait, bah, écoute, Joe, si tu m'emmènes de 30% jusqu'à 50%, tu sais, que je vais être super satisfait. Puis, on avait fini le contrat, puis à la dernière semaine, un de ses closers, pour la première fois dans l'historique de la compagnie, il a eu 10 sur 10. Il a closé à 100%. Puis Guillaume me disait, je peux pas y croire. J'étais super satisfait. Puis moi aussi, je suis fier de lui et de son équipe parce qu'ils ont venu à chaque semaine, puis on a fait des répétitions. Puis, tu sais, quand les répétitions dans ce temps-là, quand ça devient, écoute, je trouve ça difficile ou c'est plate. C'est comme, il y a des temps où que tu veux pas aller au gym. Mais quand tu s'en vas au gym ou ces jours-là que tu veux pas aller, c'est là où que tu as tes workouts qui sont juste super. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que tu améliores. Alors, faut vraiment, tu sais, se dire, OK, I'm committed. J'arrive, je le fais. Même si je veux pas le faire, je le fais quand même parce que ça a une différence sur ton skill set qui fait une différence sur ton mindset. Et c'est quoi que je vois souvent que pour vrai, 90% des entraîneurs avec qui je parle, ils veulent toujours plus de leads. C'est toujours d'avoir plus de leads qualifiés. Mais souvent, quand on regarde après ça, les pourcentages de vente, les show-up rates, comme tout ce qui est le processus de vente, étant donné qu'ils n'aiment pas ça, mais c'est comme, ils calculent pas ça, puis ils viennent à se dire, ah, mais j'ai juste besoin de toujours plus de leads. Mais c'est rarement le problème, plus de leads. C'est pas seulement ça. Là, c'est une question de qualité de lead. Puis ensuite, ta qualité de vie. Imagine que tu as un calendrier absolument plein de OK, j'ai un appel de vente.
faut aussi aider à tes clients dans le moment. Puis imagine que tu as 10 ou 12 appels de vente par jour. Tu es loadé. Là, tu n'as pas de qualité de vie. Puis moi, un gros problème que je vois, c'est que le monde ne se donne pas un buffer entre appels. Il ne se donne pas assez de temps pour faire un petit peu de travail avant le travail, ou ils se donnent seulement 15 à 20 minutes. Puis là, ils disent, oh, ils arrivent, puis ils regardent l'horloge, puis ils disent, oh, shit, il me reste seulement 2 minutes, puis ils vont pitcher. Puis là, c'est comme, t'es pas même prêt à pitcher parce que on connaît vraiment pas le désir à ce point-là. T'sais? Alors, c'est vraiment connaître le processus, puis des fois, ça prend un appel, des fois, ça prend 2 appels. Ça dépend du contexte, puis c'est vraiment connaître la clientèle. Comment est-ce que je peux leur aider, puis comment est-ce que je peux prendre mon temps? Moi, je préférais, écoute, d'avoir 2 ou 3 appels par jour max pour les ventes, mais t'en vends 2 sur 3. C'est pas impossible, c'est très possible. T'as-tu des petites stratégies ou des tactiques que tu utilises pour qualifier les gens un peu avant l'appel? Y a-tu des ressources que tu envoies? C'est quoi un peu ton thinking avec le processus de vente en soi? Ben, en processus de marketing maintenant, il y a une formule que Google même va dire, il faut suivre ce formule ici. Puis ça, premièrement, tu as besoin du contenu. C'est la formule, c'est 7, 11, 4. Tu as besoin d'avoir 7 heures de contenu en ligne que le monde va consommer sur 11 différents temps sur 4 différentes plateformes. Puis, plateforme peut aussi dire, c'est en ligne, pas juste en ligne, sur les médias sociaux, ça pourrait être, OK, en direct, ils t'ont vu parler quelque part ou ils t'ont fait connaissance, tu as eu un meeting ou peu n'importe. Alors là, tu as tout ça, tu as besoin d'avoir du contenu, tu as besoin d'avoir du marketing tel quel. Là, c'est lead set, show, close. Il faut connaître combien de leads que j'ai. Puis moi, ce que je fais, c'est que je vais avoir une formulaire. Si jamais quelqu'un veut avoir un appel avec moi, je vais leur demander quelques questions. Je vais leur demander. Puis quelques questions, c'est OK, c'est quoi le gros défi qu'on a à ce moment? Ensuite, je vais demander, en sachant qu'il y a un investissement à travailler avec quelqu'un comme moi, est-ce que, puis tu peux mettre, tu es prêt à faire un investissement ou tu n'es pas prêt à faire un investissement? Là, ça me laisse savoir. Écoute, s'ils ne sont pas prêts, je ne vais pas aller sur un appel avec eux. Puis moi, ce que j'aime faire aussi, c'est que j'aime demander une question juste pour le fun. Juste pour le fun, avant que je vais aller sur l'appel, dis-moi, êtes-vous coachable? Oui ou non? Avez-vous déjà eu du coaching avant? Puis là, je finis avec, puis c'est quoi ton film préféré? Puis ce que ça fait, c'est que quand je débute l'appel, ça me donne quelque chose avec qui que je peux avoir un rapport avec au début. C'est pas juste, je m'en viens puis on fait du business. Je veux vraiment connaître quelqu'un. Il y a un livre qui s'appelle How to Win Friends and Influence People. Puis c'est pas à propos d'être intéressant, c'est d'être intéressé. Je veux vraiment connaître la personne parce que je veux faire un impact avec eux. Puis je veux arriver à un point où que eux veulent dire, Joe, moi je m'en fous combien que ça coûte. Je le fais. Je veux travailler avec toi. Puis il faut vraiment mettre en question, bien, c'est quelles questions que je peux demander avant que je me mette sur l'appel, puis je vais les qualifier. S'ils ne sont pas bien qualifiés, oublie ça. Puis je veux pas avoir une perte de temps. Mm-hmm. Ouais, puis si avoir un appel avec quelqu'un de pas qualifié, surtout si tu fais mal ton appel ou tu pitches trop vite, ben quelqu'un peut avoir une mauvaise expérience. Moi, ça m'est arrivé dans le passé, il y a une couple d'années que on avait quelqu'un qui on avait un peu tout le monde qui faisait des ventes, puis une personne à un moment donné que moi j'ai eu un email de quelqu'un qui se plaignait d'avoir été d'avoir eu de la vente à pression dans un appel, mais là l'affaire c'est que cette personne-là, quelqu'un il parle de notre compagnie, c'est sûr qu'il va dire qu'il y a eu une mauvaise expérience. Fait qu'il faut pas oublier que la mauvaise maîtrise d'un appel de vente peut être plus négatif sur ton nom. T'sais. Ouais. Puis faut pas oublier non plus que
on va pas closer 100% des personnes 100% du temps. Tu sais, c'est comme vraiment 80%, un close rate de 80%, donc 4 sur 5, c'est vraiment c'est le chiffre que pour moi, puis pour notre équipe à SOS Dojo, c'est ça qu'on cible. Il va avoir, même, il va toujours avoir un 20% qui vont jamais acheter. Puis là, ça va travailler le mindset parce que imagine, même si tu le donnes, hey, je te donne, c'est gratuit, ils vont pas le faire. Tu sais, il y a du monde que tu vas juste pas être aligné avec. C'est correct. Oublie ça. Tu sais, next. Ça, c'est bon, je pense qu'il faut pas le prendre personnel aussi quand les gens. Je peux pas. Non, je peux pas. C'est ça la difficulté, puis ça prend de la répétition. Quand on entend une objection, tu sais, ça peut faire mal au cœur parce que imagine que tu es sur un appel avec quelqu'un pour un 45 à 60 minutes, puis là tu fais ton pitch, puis là ils disent écoute, sais-tu quoi, je te reviens avec ça, je veux dormir, tu sais, je veux en réfléchir. Puis juste avant, ils viennent juste de dire qu'ils veulent perdre 50 livres, puis que le docteur a dit il faut faire quelque chose pour leur niveau de santé, puis c'est sérieux, puis je veux y réfléchir. Il y a quelque chose qui a manqué, là. Puis l'habitude, c'est quelles questions qu'on doit demander pour vraiment chercher le désir. Le monde, ils savent pas comment faire. Tout ce qu'ils font, les coachs sont, c'est ça une grosse gaffe. OK, tu veux perdre 50 livres? Je veux que tu imagines dans 6 mois de temps qu'on a travaillé ensemble puis que tu as perdu ton 50 livres. Dis-moi comment tu ressens. Hey, écoute, il y a un temps à faire ça, mais c'est la partie qui manque, c'est combien de peines qui sont dedans? What's the pain? Puis c'est un skill d'être capable de demander des questions ou que tu peux voir dans quelqu'un que, tu sais, ils se sentent pas bien. Puis c'est l'émotion. Tu sais, des bons vendeurs, ce qu'ils vont, c'est ils vont parler des features. Les vraiment bons vendeurs vont dire bon, mais c'est ça les résultats. Mais les top players, les best, ils vendent les émotions. Le monde vont acheter basé sur l'émotion, puis ils vont justifier avec la logique. Donc, quand on connaît les deux, puis qu'on comprend le processus de le faire, écoute, la vente, ça devient facile, mais il faut le pratiquer, puis il faut contrôler nos propres émotions dans ça. Puis toi, tous les deux, on est dans le fitness, tu sais, je suis un amateur de fitness, je suis un fan de fitness, faut avoir une énergie. Si tu n'arrives pas sur l'appel avec un niveau d'énergie ou que c'est attrayant, écoute, le monde oublie ça. Ils vont pas vouloir vous suivre parce que c'est ça qu'ils veulent. Il y a un manque de quelque chose. Puis nous, le monde on est vraiment des fans de fitness, on arrive sur l'appel puis c'est let's go. Et tu parlais de top performers, c'est quoi les caractéristiques ou les traits communs que tu vois dans les meilleurs closers? Les meilleurs closers sont ouverts à toujours apprendre. Moi, ça fait au-dessus de 35 ans que je suis en train de faire la vente. Puis la vente a changé durant ce temps-là. Ça devient, c'est pas à propos des features, ça devient plus en plus, parce que l'information est toute là. Alors, c'est les meilleurs, les tops des closers sont du monde qui sont ouverts à toujours apprendre. 2 sont du monde qui sont toujours en train de faire du coaching, parce que c'est peu n'importe, c'est comme être un athlète. Quand tu as quelqu'un qui te regarde puis t'apprend, puis c'est pas juste moi, ça peut être avec n'importe qui d'autre. C'est faire la lecture, regarder des vidéos, puis s'entourer. Là, c'est quelque chose d'autre. C'est s'entourer avec d'autres personnes. Les meilleurs, ils savent qu'ils ont besoin du coaching, puis ils savent qu'ils ont besoin d'avoir une communauté de personnes. Parce que quand on est entrepreneur, on peut être pris sur une île tout seul. Puis si je m'entoure pas avec d'autres entrepreneurs, ben là, je vais être pris, puis c'est facile d'être déprimé. Parce que c'est bien beau de dire, ben ouais, tu sais, je suis un business owner, je suis entrepreneur, puis les choses vont toujours bien. Écoute, Jacob, tu sais bien que toi puis moi, il y a du temps où que, hey, shit, qu'est-ce qui arrive avec le cash flow, où je viens juste de dépenser là, puis ça peut être stressant.
quand tu t'entoures avec du bon monde, le monde sont là pour te lever. Puis ça fait une grosse différence. Again, encore une fois, c'est heart set puis mindset. Mindset, ça fait tellement, c'est tellement important. Puis je trouve que le monde qui ont de la discipline, qui sont très disciplinés, sont les meilleurs vendeurs parce qu'ils vont suivre un processus. Ils font pas ça, I'm gonna wing it. Non. Les vendeurs tu peux avoir un super bon vendeur qui a beaucoup d'expérience, qui peut improviser. Mais ils ont de l'expérience, donc ils connaissent un processus, puis ils vont suivre. C'est ça, les meilleurs des meilleurs, ils suivent toujours un processus. Mais le mindset, c'est probablement la chose qui est le plus important. Ils vont travailler leur mindset. Peu importe s'ils font une méditation le matin ou ils ont besoin d'être sur des appels avec quelqu'un ou ils s'en vont à des meetings avec d'autres personnes, un mastermind. Les meilleurs des meilleurs, ils font partie d'un groupe parce que c'est là le mindset qui va faire la différence. Et pour terminer, c'est quoi les projets qui s'en viennent pour toi? Tu m'as parlé qu'il y a une cohorte en français qui Oui! débute. Oui, ben c'est quoi? C'était Guillaume qui était c'était comme mon test en français. Puis je vais dire que je suis très chanceux. J'ai des clients qui sont devenus ceinture noire, qui font partie de l'équipe, qu'on peut le faire bilingue. Puis oui, dans 2 semaines de temps, on commence un groupe de SOS strictement en français. Et puis, ouais, c'est quelque chose de le fun. Puis j'ai quelqu'un en France, en Dubaï, puis j'ai du monde ici au Canada que là, on est capable de promouvoir non seulement le SOS Dojo in English, là, on a quelque chose en français, puis être franco-manitobain, je peux comprendre assez de parler avec mes amis au Québec pour que je peux leur aider. Puis moi, Jacob, ça va être le fun. Ouais, c'est excellent. Et dans le fond, tu as parlé tantôt du livre sur les objections. Je vais le mettre en description aussi là, sur YouTube, sur Spotify. Les gens peuvent aller downloader ça. Puis s'ils veulent plus d'informations pour ta cohorte en français, là, j'imagine qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux sociaux. Puis, oui, c'est @ commercial SOS Dojo. C'est là, tu peux me trouver sur Instagram, SOS Sales Objection System Dojo ou Joe Marcoux Sales Trainer, vous allez me trouver. Ouais. Excellent, excellent. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi hors ça pour cette année? T'as-tu des projets, des quoi qui t'excitent, que t'as vraiment hâte? Mais je suis en train de travailler aussi avec des compagnies de suppléments. Tu connais probablement Popeyes. Là, je travaille au centre du Canada avec eux autres, puis le plan, c'est d'aller au niveau national pour leur aider avec aussi le SOS, comment travailler avec les objections, comment utiliser Smart Goals au niveau de détail. Je suis aussi en train de travailler avec une compagnie au niveau d'assurance. Ils ont 50 000 employés au niveau mondial. C'est là, on s'en va global. J'ai fait un discours avec eux autres le mois passé. Ça, le cycle de vente avec eux autres, ça va prendre du temps. C'est pas juste un appel où que quelqu'un va acheter un cours de 5 000 $ ou 25 000. Là, c'est quelque chose c'est 7 figures pour vrai, là. Ouais. Alors, on est en train de travailler ça, puis ouais, c'est super spécial. Puis j'ai un nouveau livre qui va sortir avant la fin de l'année, qui est How to be an Army of One in Sales. Ouais. Nice. Alors, j'ai des gros projets qui s'en viennent, Jacob. Nice, excellent, excellent. Super, donc SOS Dojo partout, on peut te trouver là. Merci beaucoup pour ton temps, Joe. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire 5 étoiles sur iTunes et de vous abonner sur la chaîne YouTube. Puis on se parle bientôt. Bye! OK.